Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. 700 millions de francs CFA, c'est le montant mobilisé hier par des entreprises pour la reconstruction du nord-ouest, des régions nord-ouest et sud-ouest en crise. Un montant qui, il faut le reconnaître, aurait pu être plus important à l'occasion de la réunion d'appropriation par le secteur privé du PPRD, entendez par là plan présidentiel pour la reconstruction et le développement du nord-ouest, des régions du nord-ouest et du sud-ouest, sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement. Le président du GICAM, groupement interpatronal du Cameroun, va exprimer son scepticisme, le scepticisme qui habite les chefs d'entreprise chaque fois qu'ils sont sollicités pour soutenir des initiatives gouvernementales. Pour Célestin Tawamba, le patron des patrons, l'utilisation par le passé des fonds mis à la disposition du gouvernement n'a pas toujours bénéficié de la nécessaire transparence dans son utilisation. Pour dissiper le voile d'inquiétude qui, mieux que le Premier ministre, chef du gouvernement pour le faire. Le gouvernement n'entend pas s'immiscer dans la gestion des microprojets issus du plan de reconstruction. Sur le terrain, les microprojets seront menés par des entreprises elles-mêmes en partenariat avec la commune et les conseillers régionaux sous la supervision du PNUD. Entendez, Programme des Nations Unies pour le développement, c'est ce qu'a tenté de dire devant les patrons hier le chef du gouvernement, Chief Dr Joseph John Gouté. Le coordonnateur du PPRD, quant à lui, qui va aller dans le même sens que le Premier ministre chef du gouvernement, il va dire qu'il ne gère pas les fonds qui sont mis à sa disposition. Mais lui ne dispose que de la signature pour s'assurer de la conformité des actions à mener sur le terrain. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé. Tout de suite après, je vous retrouve pour le débrief du journal. Gestion des fonds de reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest par le PNUD. Le meilleur risque, c'est une interrogation, madame, monsieur. Pour tenter donc de répondre à cette question, nous avons invité en plateau ce soir maître Joseph-Claude Biliga. Bonsoir, maître. Bonsoir. Je voudrais dire bonsoir à mes co-panélistes, à vous-même, à vos milliers, aux millions de téléspectateurs, à vos techniciens également. Voilà, merci. Barrister, you're welcome once again. Thank you, Mr. Sesh. It's a pleasure being here, and I wish good evening to my senior colleague, Barrister Biliga, and my other co-panelists. And we're here to edify the population of what is happening in regards to construction of NOZO. Okay. It's a pleasure being here. Voilà, merci, Barrister Kamwa Limen. Alain Djipou, bonsoir. Bonsoir, Serge Alain Autour. Bonsoir, maître. J'allais dire maître au pluriel. C'est un plaisir d'être à nouveau sur ce plateau pour débattre, n'est-ce pas, du sujet retenu ce soir. Voilà, lundi pour du quotidien Le Messager. Exactement. C'est bien cela. Ça n'a pas changé pour l'instant. Voilà, à côté de vous, maître Fabien Kenyé. Maître Fabien Kenyé, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bonsoir, monsieur le conseiller. Aimé dans le corps des trésoriers, des avocats par rapport à mon trésorier de l'ordre. Oui, c'est entre autres. Pour le trésorier, il fallait déjà être membre du conseil de l'ordre. Voilà, justement. C'est pour ça que je dis conseiller. Et lorsque j'ai eu dit ça, je voudrais dire un bonsoir particulier au département de la Mine Noire dans la région de l'Ouest. Okay. Parce que moi, personnellement, ou bien mon parti, la MSI, a des militants d'une conviction inébranlable qui ont compris depuis très longtemps que le renouveau ne peut plus rien du tout nous apporter. C'est d'autant plus que cela a été érigé en comment dirais-je, en centre du savoir, l'universalité du savoir. Parce que si vous voulez, il se susurre ou se murmure
que pour véritablement former les enfants ou pour qu'ils soient dans une certaine quiétude, il faut les envoyer à l'université de Tchang, qui se trouve être parmi l'une des universités les mieux citées ou les mieux cotées en Afrique. Et les jeunes qui y sont, avec la conscience de leur mal-être, sont aujourd'hui, pour certains, puisque pour la plupart ils sont des majeurs, ils sont les militants du MLC, autant pour moi. Ils l'ont démontré à plus d'une fois, surtout lors des élections présidentielles du 7 octobre 2018, au cours desquelles ils avaient plébiscité son excellent, le président professeur Maurice Kamto, comme président élu du Cameroun. Malheureusement, comme rien ne marche dans ce pays, on en est là où on en est. Merci beaucoup. Merci. Oui, je voudrais juste réagir un peu. Il veut réagir. Juste pour confirmer que l'université de Tchang, c'est l'une des meilleures universités. Enfin, on a eu l'occasion de le vérifier lors de l'examen d'accès à la profession d'avocat. Tout à fait. Merci, grand frère. Et il y avait vraiment les meilleurs venaient de là. Oui, ça c'est un fait. Et de l'autre côté, j'apprécie mon frère, jeune confrère. Il a une façon de pleurer. Chacun a sa façon de pleurer. Nous savons tous que le docteur Folefak, qui est de l'autre côté. Je vais parler de personne d'autre. Non, laissez-moi dire. Je vais parler de mon département. Laissez-moi dire. Donc, vous ne connaissez pas l'université qui est de la Ménois, donc est parti. Il a démissionné de ce parti. Et je comprends que mon confrère veut tirer avantage de la démission, en fait, parce qu'il s'est dit qu'on va lui poser des questions sur cette démission-là. Non. Dans tous les partis politiques, il y a des gens qui viennent, qui partent. Moi, je pense pas que ce soit un sujet vraiment de débat. Vous n'avez pas besoin de commencer à vous justifier aujourd'hui. Si vous saviez que vous avez beaucoup de militants à Tchang, vous serez allé aux élections législatives. Je n'ai jamais parlé de personne. Vous aurez pu mettre ces militants dans les mairies, et partout ailleurs. Merci beaucoup. Ceci étant dit. Alain Djipo, je commence par vous, le Premier ministre du gouvernement, Chief Docteur Joseph John Gouté était à Douala hier, comme tu l'as dit. Il est venu discuter avec les patrons. Voilà, du ZIGAM, 1 milliard 200 millions de promesses dans la cagnotte. Est-ce que vous êtes de ceux-là qui pensent que ce n'est rien, c'est insignifiant, qu'il est rentré bredouille? Bon, je ne dirais pas jusque-là. Avancer. Est-ce que 1 milliard 200 c'est rien? En une seule journée, promesse. Je vais répondre à votre question très sincèrement. Je voudrais d'abord faire remarquer que c'est quand même de l'inédit. Depuis que le GICAM a été créé, voilà 64 ans, 57, qu'un Premier ministre effectue un déplacement à l'immeuble siège du plus grand patronat du Cameroun, l'une des organisations patronales la plus importante de ce pays. Et le motif du déplacement en valait quand même la peine. Parce qu'il s'agissait quand même pour le Premier ministre de venir présenter un plan dit présidentiel de reconstruction et de développement des régions du Nord-Ouest, dont la paix est toujours menacée de ce côté. Et cette crise à la fois sécuritaire et sanitaire n'a pas épargné les deux régions du fait de cette guerre qui n'aurait pas dû être, qui n'aurait même pas dû commencer. Les dégâts sont tellement importants que le gouvernement a estimé qu'il fallait commencer à faire quelque chose pour permettre le retour de plusieurs centaines de compatriotes qui sont essaimés à l'étranger et en déplacement interne, pour réhabiliter des infrastructures à caractère socio-économique, pour relancer même l'économie locale de ce côté. Vous savez très bien que ces deux régions, à elles seules, contribuent à hauteur de 16,13% au produit intérieur brut du Cameroun. Donc, avec la crise sécuritaire, la crise sanitaire en su, ces deux régions qui ont été déclarées économiquement sinistrées. Donc, il était donc urgent pour le gouvernement de faire quelque chose de ce côté, histoire de sauver les meubles. Maintenant, est-ce que ce qui a été récolté dans la cagnotte représente quelque chose? C'était ça le fond de votre question. Je vais dire que je suis plutôt perplexe à l'image même de M. Tawamba, parce qu'on observe qu'ailleurs, sous d'autres latitudes, face à la crise sanitaire, les chefs d'entreprise
sont sollicités, sont appuyés, sont accompagnés. Les chefs d'entreprise bénéficient du soutien constant de certains États. Chez nous, malgré un contexte de Covid, malgré qu'il y a un impact fort négatif sur le tissu économique et industriel que l'on sait, bizarrement, c'est le même gouvernement qui vient encore tendre la main à ces opérateurs économiques pour qu'ils participent à l'œuvre de construction qui est en réalité, qui fait partie des pouvoirs, des missions régaliennes de l'État. Donc c'est là où il y a un problème de fond, et le président du GICAM l'a relevé hier, pour dire tout simplement que on ne comprend pas cet empressement du gouvernement à venir solliciter les créateurs de richesses, qui ne bénéficient pas véritablement d'un soutien, j'allais dire, important du gouvernement pour ce qui est de l'impact négatif du Covid sur ces entreprises. Combien d'emplois ont été perdus? Combien d'entreprises ont fermé boutique? Combien de familles sont en désolation aujourd'hui du fait, n'est-ce pas, de cet impact négatif de la crise sanitaire? C'est des familles éplorées, c'est des personnes qui sont sans emploi, dans un contexte où il n'est même pas évident pour tout le monde de joindre les deux bouts. Donc, la visite du Premier ministre, de mon point, sur le plan historique, on retient que c'est de l'inédit. Maintenant, l'enjeu en lui-même, est-ce que ça valait la peine qu'il fasse le déplacement? Je pense qu'il a pu convaincre le milieu des affaires. Surtout que, en dehors de la SABC sans publicité et quelques opérateurs, il y a des organisations importantes du patronat, qui sont des membres du patronat, les associations d'assurance, les associations de banques, qui ont fait des promesses allant de l'ordre de plus de 100 milliards francs CFA. Pour dire que le milieu des affaires est préoccupé également par ce qui se passe du côté des régions du Nord-Ouest. Ils ont intérêt à ce qu'il y ait aussi également un retour à la paix. Vous savez très bien qu'on ne peut pas reconstruire le nôtre aujourd'hui si tant est que les armes continuent de crépiter de ce côté. Et maintenant, il semble que, il me semble que, selon toute analyse, le gouvernement qui donne l'impression d'avoir compris que les options militaires et guerrières qu'il a toujours prises ont tendance à montrer leurs limites. Peut-être c'est l'économie qui peut faire en sorte que la pacification de ces régions-là soit effective. C'est d'autant que la plupart des jeunes gens qui sont enrôlés dans les bandes armées sont des jeunes en quête d'emploi. C'est des jeunes oisifs. C'est des jeunes, des voyous qui fument, qui consomment du cannabis, qui consomment des stupéfiants. Et donc, désœuvrer à la merci, n'est-ce pas, des manipulations idéologiques et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, si on peut troquer, pour reprendre la formule de M. Tawamba, si on peut troquer l'arme par un emploi, je pense que le Nord-Ouest sera en paix. Voilà, Barista, troquer l'arme pour un emploi. Ça, c'est ce que vous avez toujours pensé. Il faut d'abord pacifier ces zones avant de penser à une quelconque reconstruction. Mais déjà, on nous dit que 3 milliards ont déjà été consommés sur les 10 milliards obligés par l'État en lui-même. You see, Serge, what happened yesterday is a manifestation of financial frustration from the government. It's very indicative that the government does not have the means necessary to build up NOZO. And you see, when they told the government that war was not the best option to take, you know, they underestimated the strength of the adverse party. And you see that government spent a lot of money to send military to buy equipment and send military to Northwest, and then we are talking about things, properties that were destroyed and companies that were destroyed. Now, you know, there can never be a meaningful development when killings and destruction is still going on. I think
instead of the government to work out to look for finances to solve a problem, it's better they solve the root cause of the problem. We all know the root cause of the Anglophone problem, and it stems from 1972. The system of government was changed illegally, and so why don't we go to something which is feasible, something which is reasonable, something that is going to spare us from bloodshed, and we are looking for money. Now, when they collect the money, what happens to the money? We are used to the system where even money that was sent to Cameroon for COVID, you see people embezzle the money, and you see ministers being summoned to come and answer questions on that. You see, the system is so bad that even if they get the money from GCAM or from every other donor, it's not going to be properly managed. But the truth about the issue is government should, at least, it has dragged on for getting to 5 years, should recognize the fact that because it is already the government is already confessing by that act that they don't have the money. Before they went to war, there was money. I know that immediately they started the Anglophone crisis, they centralized the budget. Everything, you go to every region, they'll tell you that no, is the central treasury that manages everything. And you see where we find ourselves today. We don't have the means to even develop other regions, because let me draw your attention to the Lokpom road. We've been suffering there for almost 4 months, and they don't have money. They don't think about that. Mais ça va déjà, non? On a mis les... Non. Il n'y avait pas les pavés là-bas? Non. Comment ça? Non. Il y a un parti, peut-être 5-10 mètres. Non. 10 mètres? Moi, je suis de Makepe. Mais pas comme je parle, je suis de Lokpom. Non, je compte très bien la route. Hein? Je la prends pratiquement tous les jours. L'endroit le plus mauvais même a été abandonné. Oui. Par contre, ils sont venus même peut-être détruire la route. Il fallait nous laisser la route comme c'était. Ah bon, vous pouvez... Oui, ils ont détruit la route parce qu'ils ont fait à ce que l'eau maintenant, au lieu d'aller au bord de la route, l'eau est au milieu de la route. Ouais. Vous comprenez? So, Serge, the government should have understood the first lesson, that war was not the option. They have understood the second lesson, that they don't have the money. You know, Alain, is very indicative if the Prime Minister himself leaves Yaoundé to come and ask for money. It shows you at what level the government is humble. The government has been humbled by the situation. And I think the problem is very pressing in the mind of the Prime Minister, whom I think is doing a good job in a bad system. And so I just hope that we come to reality. Senior is doing a good job in a bad system. So I just hope that since they have started understanding that they need to come to the people, they have come to the business people, and very soon they'll come to everybody. And what we're going to tell them is that drop your arms. You cannot be fighting war against your own people. It is unnecessary. Ok. Maître Biliga, 1,2 milliard de promesses. Est-ce que c'est pour vous c'est négligeable ou c'est un début, un premier ministre qui se déplace? Moi, je pense que ce qu'il faut apprécier d'abord, c'est comme mon voisin et mon jeune confrère. Vous sentez quand même la réticence. Les patrons, les capitaines d'industrie n'étaient pas... Ils disent qu'ils ont souvent contribué par le passé, mais ils sont un peu sceptiques. Vous comprenez le scepticisme? Je suis en train de vous répondre en vous disant que c'est déjà bien, et mon confrère l'a si bien dit, que le Premier ministre, chef du gouvernement, se soit déplacé, ce qui est un signe de ce qu'on peut appeler l'humilité du gouvernement. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, on l'a entendu tout à l'heure, Alain l'a également dit, c'est un plan présidentiel de reconstruction et de développement, qui est un plan de 89 milliards, 89 milliards, près de 90 milliards. Le Cameroun avait donné 8 milliards 900 millions, qui représente à peu près 10%. Vous savez qu'en février dernier, il y a le Japon qui nous a accordé 1 milliard 500 millions dans le cadre de ce projet, de ce plan-là. Il est tout à fait normal que les Camerounais eux-mêmes, ils mettent la main dans la poche. On l'a vu dans l'ordre de coup de cœur avec l'extrême nord, on a vu. Ça veut dire que nous devons nous-mêmes prendre sa possession de notre défense, de notre pays. Et c'est pour cette raison que très souvent ici sur ce plateau, d'autres quand même, j'ai l'habitude de dire que lorsque j'apprends par exemple que le siège de l'Union africaine a été conçu par un don chinois, ça me rend malade en me disant, mais nous sommes des Africains, nous pourrons bien construire notre siège de l'Union africaine. C'est-à-dire que chaque fois que nous pouvons aider pour nous-mêmes, nous aider nous-mêmes, c'est bien de le faire. C'est pour cette raison que je dis que c'est bien que le GICAM puisse
donner de l'argent, parce que c'est la paix qui aura, cette reconstruction permet la création des emplois, permet également que beaucoup d'autres, avec ces créations d'emplois, qu'il y ait d'autres membres du GICAM, d'autres structures qui viennent dans le GICAM. Tout à l'heure, j'ai suivi Alain dire une chose que je ne suis pas totalement d'accord avec lui. Certes, la crise est là, elle est réelle, mais je pense qu'elle est moins ressentie au Cameroun que dans beaucoup d'autres pays. La crise sanitaire, vous voyez, dans certains pays, il y a même à présent, avec la deuxième vague, il y a eu beaucoup de confinements. Chez nous, il n'y en a pas. Je pense, sauf si je me trompe, ce genre de confinement. Au niveau des entreprises, c'est catastrophique, mais... Je sais, je suis un jeune entrepreneur, hein, nous aussi nous sommes des entrepreneurs, on le ressent à travers nos factures qu'on envoie, qu'on ne paye pas, etc. Mais on peut dire que lorsqu'on regarde la première vague au cours de laquelle il y avait beaucoup plus de télétravail, où le bureau était fermé, aujourd'hui on peut dire que c'est moins que ça. Je veux dire qu'il y a un désir mieux et c'est normal que des entreprises puissent pouvoir intervenir. Je vous assure que s'il y a un an, en mars, mai, avril l'année dernière, on aurait demandé aux entreprises de le faire, elles n'auraient jamais pu le faire. C'est également un signe que ça commence à marcher, il faut encourager cela. Il faut encourager cela, mais il faut également encourager, et là je suis d'accord avec mon confrère, le fait qu'il faut que la paix revienne. La paix doit impérativement revenir. Mais il faut noter une chose, il n'y a pas de paix sans la volonté des protagonistes d'arriver à la paix. Je pense quand même qu'on peut tout nier au gouvernement, mais on peut quand même accepter que le gouvernement a posé un certain nombre d'actes qui allaient dans le sens de la paix. Et peut-être qu'en face, il n'y a pas toujours eu cette main tendue, n'a pas toujours été accepté. Il faut également le dire, parce que lorsqu'on a tendance à toujours taper sur le gouvernement, on ne rend pas service au pays. Parce qu'en tapant sur le gouvernement, on dit aux autres, vous avez raison. Si vous avez raison, continuez à faire cela, parce que le gouvernement ne fait pas assez. Par contre, si on dit, oui, le gouvernement fait, le gouvernement doit continuer à faire, mais vous aussi, écoutez le gouvernement, je pense que ça permet un peu d'évoluer. C'est ce que je dis, le gouvernement fait. Peut-être qu'au début, tout le monde l'a reconnu ici, il y a eu une sorte de déni de la réalité, quand on disait qu'il n'y avait pas un problème dans le nord-sud-ouest. Aujourd'hui, je crois que nous sommes tous d'accord qu'il y a eu un problème là-bas et qu'il faut le régler, et on est en train de trouver les moyens pour le régler. Aujourd'hui, la réticence des chefs d'entreprise, pour moi, est peut-être légitime compte tenu de ce que... tous les précédents. Hein. De tous les précédents, de ce que nous vivons tout de suite là, avec cette histoire de Covid. Mais il faut quand même noter qu'il y a un organisme crédible qu'on appelle le PNUD, qui rentre quand même en jeu dans l'implémentation de ce plan présidentiel de redressement et de développement, qui joue un peu le rôle de trésorier et qui contrôle que l'argent qui est sorti a été utilisé à bon escient. On aurait bien souhaité que cela ne fût pas le cas, c'est-à-dire que, par exemple, dans le cas de notre indépendance, notre souveraineté, que nous puissions avoir des structures, des mécanismes qui permettent que, lorsque l'argent sort, cet argent est bien utilisé, qu'on n'ait pas besoin de passer par le PNUD pour pouvoir contrôler. Mais le PNUD également joue un rôle un peu de, comment je peux dire ça, je parle peut-être de facilitateur, mais le fait que le PNUD soit là, ça permet à beaucoup d'États ou beaucoup de structures d'avoir plus confiance en déposant, en portant de la contribution. Moi, je souhaite simplement que cette contribution permette effectivement le développement de ces régions, la reconstruction de ces régions, et que les problèmes qui avaient été évoqués, notamment le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois, que les emplois soient créés, que la CDC, excusez-moi, reprenne, parce que c'est quand même l'un des plus grands employeurs. Deuxième après l'État. Hein. Deuxième après l'État reprenne, et que les raisons pour lesquelles certains de nos frères, de nos compatriotes avaient pris des armes pour aller en brousse peut-être du fait de la loisiveté, que ces raisons disparaissent. Il reste un autre problème qui est le problème politique. Et là, j'avoue que ni vous ni moi, nous pouvons le régler. C'est-à-dire que si le gouvernement dit nous sommes prêts à donner une certaine autonomie aux régions avec ce type de particulier qui a, en tenant compte de la spécificité des nord au sud-ouest, mais nous ne sommes pas prêts à diviser le pays, et que les autres disent que non, nous c'est l'indépendance que nous voulons, je pense qu'il est difficile qu'on puisse rapprocher les deux positions. Elles sont extrêmes, une position qui consiste à faire la partition du pays, et l'autre qui pense qu'on doit plutôt autonomiser un peu plus des populations pour qu'elles se prennent en charge et qu'elles développent elles-mêmes leurs potentialités. Ok. Maître Fabien Kenyé, sur cette situation, le PNUD qui va gérer les fonds pour la reconstruction et le développement des régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun, quelle appréciation vous faites au regard du contexte? L'appréciation que vous faites de
nouvelle orientation, on va le dire comme ça. Ces gens-là, avant d'en arriver... Est-ce qu'on a perdu notre indépendance, entre guillemets? Avant d'en arriver à la gestion de fonds, parlons des fonds. Oui. Je vais commencer par une citation qui m'a presque suivi tout au long de mon éducation, de ma formation intellectuelle, qui est de Wole Soyinka, qui dit « Quand le tigre te sourit, ne dis pas qu'il te salue. » N'est-ce pas? Parce que par la suite, il pourra te dévorer. Je vais vous étonner en disant que je suis de formation scientifique. J'ai l'avantage d'avoir un parrain qui m'a fait beaucoup lire et ça qui m'a permis d'accéder à la noble profession qui me permet de côtoyer mon excellent confrère pour qui j'ai beaucoup d'estime et qui même, par exemple, qui est Maître Biliga. Je puis vous l'assurer. Quand j'ai eu fini d'écouter un peu cette citation-là, sur le plan de la forme, c'était bien beau que l'État du Cameroun, qui est le nôtre, arriva un tout petit peu par une certaine représentation pour rencontrer les patrons, pour rencontrer les patrons d'entreprise. Vous savez, les patrons des entreprises qui font de bonnes intentions, là, leurs contributions viennent d'où? Ailleurs, sur d'autres dossiers, je crois que mon confrère lui-même l'a dit, c'est le gouvernement qui se sert de ces gens pour produire la richesse. Nous avons cependant, à contrario le malheur dans notre pays, de tuer ces gens. N'est-ce pas? Pour dire quoi? Au-delà de leurs bonnes intentions, là, nous avons la région anglophone qui est amputée sur le plan économique de pratiquement 25% du budget de l'État. Ces personnes qui sont dans ces bonnes intentions trouveront la richesse où trouveront leur contribution. D'où? Pour accéder à cette forme de conciliation. En plus, qu'est-ce que le nôtre se demande? Le plan de construction là, il est demandé par qui? Il est demandé par qui? Qui l'a sollicité? Il faut qu'on cesse de se voiler les yeux. Sur le plan du fond, peut-être c'est par là que j'étais en train d'embrayer. Qui est demandeur? Qui est demandeur? Il y a eu destruction. Qu'est-ce qu'on fait? On ne reconstruit pas? Qui va reconstruire? Et pour le compte de qui? L'équipe Poltasson, on parle de réhabiliter 150 écoles, 115 centres de santé, 40 ponts, 400 points d'eau, 500 km de lignes électriques basse tension, 45 marchés, 12 000 maisons. Le gouvernement 25 000 hectares de plantation. Le gouvernement camerounais tel qu'il fonctionne aujourd'hui est totalement disqualifié pour y procéder. Et je peux vous dire, il y a beaucoup de personnes qui préféraient mourir de faim que d'être nourri par le diable. Pour autant qu'on ne s'asseye pas. Ça, c'est psychologique. Les anglophones aujourd'hui n'ont pas besoin de reconstruction. Donc ça, c'est l'image du tigre qui sourit là. Je suis là-dessus. Ah, ok. Les anglophones n'ont pas faim. Comment ça? Ils ont un problème de dignité. Ils demandent à ce que, n'est-ce pas, le contrat autour duquel nous avions convenu. Je pense que ça va être le 1er octobre 1961. Non, le contrat de Fumban. Le contrat de Fumban. Ce qu'ils demandent, c'est une question de dignité. Serge Alain. Nous ne voyons pas les yeux. Ils demandent que nous assignions pour dire que nous avons décidé de cheminer ensemble. En cours de route, vous nous avez dupés. Ce n'est pas de la famille qu'il s'agit. Il y a des gens qui meurent au désert, ils n'ont pas besoin de manger. Il y a des gens qui dorment dans la forêt, ils n'ont pas besoin d'abri. C'est pour ça que je dis que c'est encore une duperie de plus. Le point fondamental dont nous avons besoin ici au pays, là, nous ne voyons pas les yeux, c'est de s'asseoir. Que dit à mon confrère Liman qui est anglophone, que dit Maître qui est francophone, Maître Liga, Maître Dipou. Nous nous sommes trompés. Asseyons-nous comme des frères. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'était la première partie de mon propos. Quand on en vient maintenant à la gestion de la cagnotte éventuelle, dont je doute, n'est-ce pas? Dont je doute. Le PNUD qui va gérer. Le PNUD. Il fallait assurer les patrons. C'est une honte pour nous. J'ai posé cette question. C'est une extrême honte pour nous. Dans les pays normaux,
On n'a pas besoin. Pour la famille. Il faut peut-être ça, parce que, entre guillemets, pour parler de manière triviale, on se connaît. Entre nous. Vous me l'enlevez dans la bouche. Au Cameroun, les fonctionnaires sont devenus plus riches. Qu'est-ce que les opérateurs économiques dont on va solliciter le monde? On dit au Cameroun, on vole de l'argent en termes de milliards. Pour moi, sur le plan de la souveraineté, sur le plan de la dignité, que j'évoquais tout à l'heure, c'est une honte pour moi, en tant que Camerounais, de laisser, c'est-à-dire la gestion de mon propre argent par un tiers. Parce que dans ce tiers-là, n'est-ce pas, il y a des gens qui seront rémunérés. Et cette rémunération va appauvrir davantage notre pays. Il faut bien... Vous me posez la question, le PNUD va gérer pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Vous êtes à la fin, sans se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. C'est le gouvernement kleptocratique, le gouvernement de prébandiers, de prévaricateurs de la fortune publique qui ont fait en sorte que c'est la conséquence du doute qui est ici aujourd'hui dans nos esprits camerounais. Si le PNUD même avait un temps pour estimer que nous sommes des hommes dignes, ils n'accepterions pas de se mettre autour de cette table. Donc pour moi, c'est comme un pétard mouillé. Ça ne va pas résoudre, s'il vous plaît, Serge-Alain. Oui. Je vous le dis, les anglophones, je le répète, n'ont pas besoin de construire ce qui a été détruit. Parce que si on n'y prend pas bien soin, on va encore détruire le peu qui reste encore. C'est un problème de dignité qui se pose dans la zone anglophone. Ce n'est pas un problème de construction. C'est même la charrue avant les bœufs. Merci Maître Kenyé. Alain Djipou, le PNUD, c'est le meilleur risque, comme intitulé la thématique ce soir. Pour reconstruire, c'est le meilleur risque. Dans notre contexte, le décor a été planté par Maître. Voilà. Vous savez très bien qu'on est dans un environnement où la corruption, la prévarication, la concussion sont chevillés au corps de certains gestionnaires de fonds. Et tout cela sous le regard, j'ai même envie de dire complaisant, des hauts responsables de ce pays. Parce qu'on ne voit pas, il y a comme une forme d'impunité. On va me brandir quelques têtes qu'on a envoyées au NIOF pour dire qu'on a... Non mais avec Covid là, ça bouge, non? Qu'est-ce qui bouge? La gesticulation? Non, c'est la gesticulation. Vous avez vu qu'on a attrapé qui? Mais est-ce qu'il y a quand même la présomption d'innocence? Non, mais attends. Est-ce que la justice c'est comme ça? Je suis entouré de... Non, on a des... On ne va pas venir prendre Alain Djipou comme ça. Non, on a des juristes. Les questions la juriste n'est pas en branle, selon vous? Les questions de procédure sont ce qu'elles sont. Oui. On en est là. Mais il a même fallu que ce soit une pression externe. Pour qu'on en arrive là, vous savez très bien que c'est le FMI qui nous met la pression pour qu'on ait au moins une traçabilité de ce qui a été... Donc pour vous, on met toute cette pression parce qu'on va obtenir la deuxième phase? S'il n'y avait pas cette deuxième phase-là, il n'y aurait pas de pression. C'est pour ça que je voulais vous indiquer qu'il y a une sorte d'impunité qui fait en sorte que le vol, la corruption, c'est devenu le sport favori de monsieur tout le monde au Cameroun, enfin tous ceux qui gèrent la fortune publique. La plupart, à quelques exceptions. Pas seulement la fortune publique. Non, nous sommes dans le cadre. Pas seulement la fortune publique. Nous sommes dans le cadre. On va y arriver. Nous sommes dans le cadre du trésor public, Maître. Il s'agit des fonds des Camerounais. C'est l'argent public dont il est question. On ne parle pas de l'argent des organisations ou bien du secteur privé. C'est vrai qu'il y a des détournements un peu partout, mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est le trésor public. Et donc, de ce côté-là, il n'y a pas de sérénité. Le gouvernement a pensé, moi je ne suis pas son avocat, a pensé que en mettant la gestion des fonds entre les mains du PNUD, avec ses manuels de procédure, ça peut amener les gens à respecter certaines éthiques dans la gestion, une bonne gouvernance. Et donc, cette façon de faire, je suis d'accord avec Maître, c'est une insulte à l'intelligence, à la compétence même du Cameroun. C'est comme si dans ce pays, il n'y a pas de compétence, il n'y a pas de personne honnête, digne, crédible, qui puisse gérer selon l'orthodoxie. Il faut donc... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'interprétation que moi je fais de... On ne peut pas trouver d'autres Camerounais qui pouvaient mener cette opération? Tout le monde n'est pas corrompu dans ce pays, voyez-vous. Tout le monde n'est pas corrompu. Et
ne nous voilons pas la face. Il y a des gens qui sont intègres, bien, même dans ce gouvernement. Il y a des gens qui essaient de faire des choses, on ne va pas citer les noms. On n'est pas là pour distribuer les mauvais points. Non. Nous disons simplement que, en réalité, le choix du gouvernement d'utiliser le PNUD comme une agence d'exécution, comme une sorte de gendarme des fonds qui seront collectés, traduit tout simplement un malaise. C'est-à-dire que le gouvernement ne fait plus confiance à lui-même. Puisque le gouvernement est là pour diriger, pour gouverner, c'est diriger, prendre des options. Si le gouvernement ne peut pas exécuter un plan sur l'aspect financier, il fait donc quoi là? Monsieur le Premier ministre, vous devez démissionner. Parce que vous avez avoué à la face du monde que vous ne pouvez pas gérer 100 francs. C'est une honte. Moi, je reprends l'expression de Maître Kié. C'est une honte pour les Camerounais. Ça ne nous ressemble pas. Et tout ceci parce qu'il y a une culture de laisser faire, de laisser pourrir. On nous a... Souvenez-vous, on a été deux fois champion du monde de la corruption. Ce n'est pas un record qui sort de nulle part. C'est parce que cette affaire est devenue rampante. La corruption a atteint des proportions des plus insoupçonnables dans ce pays. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, dès qu'on veut réaliser un projet, il faut qu'on s'entoure des manières de procédure les plus rigoureux. Pour qu'on s'assure qu'il y aura traçabilité. Sinon, vous avez vu avec le Covid. C'est un scandale. Barrister, sur cette situation, est-ce que c'est le même sentiment? On connaît les Camerounais. Est-ce que le gouvernement n'a pas, peut-être pour sauver les meubles, pensé à confier ça au PNUD? Yeah, before I answer that, I want to buttress on what my senior colleague... Oui, Maître Kenye. Yes, he gave a very good exposure of the situation. You know, development is a human right. And as he rightly put it, you must be able to identify the need of the people to do... Le besoin d'abord. Yes, to do a proper development for these people. He rightly put it that what the Anglophones need is not those roads. It's not food. It's not school. It's not... They want to go back to the 1972 and 1963 agreement that they had, 61 agreement that they had to join Cameroon, La République. 1961. Yes. Then my senior colleague Ben Biga said that there is a difficulty in maybe looking for a solution for the Anglophone crisis, which he said is because there are two extremes. I partly agree with him, but I want to go further to say that if we're given the opportunity to have the all Anglophone conference, the conference general you would have realized that majority of the Anglophones, or a good number of Anglophones, would have been opting for the federalism, because what initially what created the current Anglophone crisis today was a return to that the federal system of government. So it's not like it is only Ambazonians, right? They actually independent. No, the majority of Cameroonians want federation, as much as I do. Now, to come back and talk about calling a foreign body to manage the funds, you see, I agree with the two other members of the panel. It is indicative that the government does not trust its ministers, and the question is are they honest in that feeling? The answer is yes. You've seen that every time that they have a bit of money and they put at the disposal of ministers, you always come back that they'll go to prison, they'll be locked up. So I think if they have to manage this well and they think that an international body could manage it, I think he's being honest about that. Ok. Voilà, Maître Biliga fait confiance aux Camerounais et on suppose qu'il devait avoir encore des détournements ou bien le PNUD. C'est la meilleure option. Je l'ai dit tout à l'heure en disant que si on pouvait ne pas passer par le PNUD, ça aurait été bien. Je l'ai dit. Maintenant, s'il y a les bailleurs de fonds à qui on demande de l'aide et qui pensent qu'ils peuvent poser des conditionnalités, notamment qu'il y ait une structure autre et plus crédible qui puisse s'assurer, permettre que l'argent qu'ils vont investir serve effectivement, on arrive à ce stade-là. Mais je voudrais dire une chose quand même. Je ne sais pas si, lorsque vous notez la présence
de nos frères, de nos enfants anglophones, dans les régions francophones, dans les écoles francophones, vous pouvez dire que c'est pas l'école, que l'école n'est pas importante pour vous. Comme j'ai entendu sur ce plateau. C'est-à-dire qu'on vous dit, non, l'école, ça vaut pas la peine, les dispensaires, laissez-moi parler. L'école, ça vaut pas la peine, les dispensaires, ça vaut pas la peine. C'est pas la priorité. Si c'était pas la priorité, les gens ne partiraient pas de combat, de Boya pour venir mettre les enfants ici, à Ebolova et partout. Soyons quand même un peu honnêtes. Je veux dire que l'école participe à la paix. Et je voulais vous dire une chose, beaucoup de gens l'ont souvent dit ici. Si l'État avait opté pour la guerre vraie, ceux qui ont vécu, moi je n'étais pas né à l'époque, qui ont vécu la guerre de l'indépendance, ils vont vous dire, quand j'étais la PAM ici au marché Congo, etc., ça existait dans ce pays. Où on a massacré des gens dans les régions Bamdeke, dans les régions Bassa et autres. Ça existait pour mater la rébellion. Est-ce qu'on utilise la même méthode aujourd'hui? Vous croyez que lorsqu'on a ce qu'on appelle les drones et autres là, les drones n'identifient pas les endroits où il y a ces gens et qu'on peut commencer? C'est pas ça, ça n'a pas les moyens. La sécurité ici. Non, confrère. But if you have visited, I don't know if you have visited those places and see what is happening. Let me continue, please. Okay. Ce que je voudrais dire, c'est que nous ne sommes pas pour la guerre, ni le parti du RDPC, ni le pays, nous sommes un parti de paix, de regroupement. Mais je dis que si l'État et le gouvernement avaient été investis dans la guerre proprement dit, peut-être qu'on ne parlera même pas de cette crise. Donc il y a des portes qui sont ouvertes pour la négociation, pour la recherche de la paix à travers des voies de dialogue. Je crois que c'est ça qu'il faut le dire et on continue à le faire. Maintenant, je dis, lorsqu'on vous dit que oui, la gestion des Camerounais, moi j'aime sourire. Tout à l'heure, je vous taquiner mon confrère, mon jeune confrère et ami Fabien, en lui disant, mais écoute Fabien, on a vu comment on a géré un projet qui est issu de l'appel à la jeunesse publique. Et là, un appel à la jeunesse publique, c'est un agent public. Gérer de cette manière-là. Oui. On a vu ce qui s'est passé dans ce cadre-là. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas forcément le gouvernement, c'est nous les Camerounais qui posons les dates. Merci, Maître Bilga. On revient après le journal parce que le journal est annoncé. Une page de pub et vous allez retrouver Madame, Monsieur Cédric Nouffelé pour le 20h. Retour sur le plateau Equinox-Soir, deuxième partie, c'est parti Madame, Monsieur, pour le débrief, toujours en compagnie de Alain Djipo, du quotidien Le Messager, Barista Kamwa Limen, Maître Joseph Claude de Biliga et Maître Fabien Kenyé. Maître Fabien Kenyé, quelle appréciation vous faites de ce qui se passe à Banganté depuis le 2 mai? Nous sommes rendus au 19, 17 jours que Banganté nous tient en haleine. Ça, j'allais. 7 jours pour élire un maire. Qu'est-ce qui se passe? De manière, je ne sais pas, non concerté ou hasardeuse, ce plateau s'est retrouvé composé de 2 pouvoirs. Le troisième pouvoir qui est incarné par les avocats, pouvoir judiciaire, et un quatrième pouvoir qui est extrêmement puissant, pouvoir journalistique, qui est représenté par vous. Et vous savez, ces pouvoirs-là, en ce qui me concerne, sont les meilleurs avant-gardistes de la vérité dans toute société démocratique. Nous allons tout simplement nous répéter. Je vais encore utiliser certaines anecdotes. Quand Dieu veut perdre certaines personnes, il les rend fous. Dans le cadre de ces élections, au niveau de Banganté, Dieu a véritablement rendu les conseillers municipaux du RDPC qui sont majoritaires dans ces choses fous. Quand je le dis, je voudrais aussi rappeler ce propos de Monseigneur Abel Ndomo qui disait que Dieu n'est pas distrait. Ces gens, sur le plan politique, pour moi, payent d'abord le mal qu'ils font à la société en termes de démocratie. Vous ne perdez pas de vue que lors des élections présidentielles de 2018, une certaine dame qui était maire là-bas avait totalement saqué, interdit les meetings du MRC.
qu'est-ce que nous voyons en projection aujourd'hui? Le RDP, c'est un parti que j'ai souvent qualifié de cancer social qu'il faut extirper pour que la démocratie ait finalement lieu dans ce pays. Autant que vous le sachiez, comme éclaireur et nous comme légalistes, il y a de cela 2 semaines que nous ne serons plus en train de parler de cette affaire. Sous la caution de l'administration, nous y sommes encore, qui est totalement infiodé au RDPC, nous en sommes encore à en parler, pour la simple raison que la base dont on prétend avoir été élu le RDPC à son candidat, et la discipline du parti, qu'il ne s'accommode pas de la démocratie, impose le sien. Et je le dis, c'est une honte pour la démocratie, parce que si le RDPC, dont le chef, que vous voudrez peut-être mettre en partage, chef de l'État, c'est programme comme celui qui a apporté la démocratie dans ce pays, si au sein de son propre parti, parmi ses propres militants, on n'arrive pas à respecter leurs propres règles, il faut dire qu'on est très très mal barré. Et c'est des signaux qui sont très très dangereux pour ce qui nous concerne. À l'occasion de ces élections, ça me fait véritablement mal. On nous avait dit qu'on avait tourné le dos au MSC. On avait tout fait pour que le SDPC n'ait pas de position là. Ils ont pris ce pouvoir frauduleux. Qu'est-ce qui les empêche? Et au-delà de ça, nous avons une succession dynastique que personne ne voudrait signaler, qui est un tout petit éclair dont si on ne prend pas garde, n'est-ce pas, deviendrait une étoile ou une lumière. Il faut que le Camerounais soit dès aujourd'hui avant-gardiste. C'est un président. Ne devrait pas être le maire de Bangaté? La question de la paternité ne se pose pas. C'est la violation des règles préalablement établies, des règles démocratiques, pour imposer X ou Y. Et on se rend compte en Afrique, particulièrement en Afrique centrale, que la violation de ces règles-là profite toujours à certaines personnes qui ont un certain patrimoine, un patronyme autant pour moi, qui sont issus des dirigeants. Ok. Voilà, ce premier jet va nous permettre, on va recueillir les avis. On va terminer par le RDPC qui va nous... RDPC fraudeur. Non, Maître Kenye. C'est là ce qu'on favorise. Barrister, what's happening in Bangaté? You see, I share the same view with my colleague, and it is really unfortunate that between the CPDM militants we could have such a disorder. It proves that the head of the party or the principles guiding the party is really ineffective. And coming to what my co-panel said, you see, it is like they are trying to impose somebody on as the mayor because of his lineage as a son of the current head of a senate. You see, it is I call on the people of Bangaté to really protest, to keep on, to choose the candidate that they want, because it's going to act as an example or something to be emulated by some other people that we are already seeing trying to come because. Vous voyez d'autres choses venir? Of course, we see. Après Bangaté, il y aura quoi? Well, but we know for sure that for a while they've been talking about Frank Biya. They've been talking everywhere about Frank. C'est lié, les deux sont liés. Of course, it is coming because it's the same method. So if the people don't get up to challenge that kind of succession, it's going to be very bad. Now the question you ask is, vous savez quand même que Eric Niat est conseiller municipal d'abord, ensuite il a été 4e adjoint sous Ketia Cortez, avant qu'elle entre dans le gouvernement, et puis 3e adjoint lorsque le maire Kwamo a remplacé. Don't you know that Frank Biya is an advisor to the father? You know that officially? You know officially he is? Or you don't know? He is one of the advisors to the father. So he's already in the system. But what I'm saying here is that we should not benefit from the fact that we are the son to somebody to think that you have right over a throne. The people of Bangaté should stand
and vote whoever they want to succeed as to come up as the mayor. So I think it's unfortunate. It gives a very wrong image, a poor image about CPDM, and one will be asking questions if there were other parties involved, what would have been the tendency? I think CPDM should sit up and show a better example than what we are saying. What about the SDO? Comment il se comporte de votre point de vue? L'attitude du préfet. Mais il est RDPC. Il est RDPC? Les sous-préfets sont de RDPC. Absolument. Non, le préfet. Le préfet, le gouverneur, le sous-préfet sont de RDPC. Comment ça? Voilà la réalité, Serge. Voilà la réalité. Il faut qu'on parle aux Camerounais de la vérité. Tout ce monde-là sont pour RDPC. Ils sont pour RDPC. Donc, there's no Cameroonian that you come and that who does not know in the mind that the governor, the prefect, and the DOs are CPDM. Who appoints them? You see, do you ever see CPDM? Do they have any problem when they have to organize their meetings? They don't. They do it as much as they want. Why? Because the truth be told is that the governor, the prefect, and the DO are CPDM. Now, let me tell you something. You know there was a DO in Douala 5, not so. Where is he now? He's the head of Imboya. Is he not CPDM? Is it today that he became a CPDM to get the post that he has in Southwest? No. Conseil régional du Sud-Ouest. Yes. President de région. So, Alain, we should stop deceiving people and not let nobody deceive us. The governor, the prefect, il a pris sa retraite, non? Peut-être qu'il a pris sa carte. Wait, il a dit no. So you become a member and immediately you have such a high profile job. It is not correct. I don't doubt his capability. He's a good person. But what I'm telling you is that it is very indicative that the GOs are CPDM. Ok. Alain Djibo, votre regard, vous suivez cette actualité au niveau du quotidien Le Messager, pas vous particulièrement. Quel regard aujourd'hui? Je note pour ma part. Vous allez titrer dessus si jamais le maire. S'il y a un maire ce soir, Le Messager. Bon, malheureusement, demain est jour vendredi. férié, nous ne sommes pas en kiosque. Oui, vendredi. Bon, sous réserve de ce que prévoit l'actualité, on verra bien pour ce qui est de vendredi. Mais le petit commentaire que je voudrais placer avec votre permission sur les faits divers de Baganté qui deviennent de plus en plus un fait d'importance au regard, n'est-ce pas, de la longueur des élections. 17 jours pour élire un maire, c'est un record absolu. Parce que ici, on voit tout simplement qu'il y a deux sources de problème. Premièrement, au niveau de l'appareil même du RDPC, qui est le parti majoritaire. Il est le seul même parti, c'est un conseil monocolore, RDPC. On n'arrive pas à créer une certaine osmose entre les volontés du sommet et les choix de la base. Il y a d'abord ça qui existe. Et tout simplement parce que... La base a déjà présenté 3 choix. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je vais arriver. Tout simplement parce que si on en croit certaines dénonciations même venant de certaines personnalités du RDPC, à l'instant de Mesanga, professeur Mesanga Nyamding, il est évident de faire le lien avec le marchandage, avec le trafic d'influence, avec tout ce que vous pouvez imaginer de pas du tout orthodoxe en rapport avec le comité central du RDPC. Parce que c'est à ce niveau-là que tout se prépare en ce qui concerne les investitures. Alors, lorsque Yaoundé désigne son candidat au poste de maire de Baganté, le mandataire du RDPC vient pour faire valider le choix du sommet, pas pour écouter les attentes, les aspirations des conseillers qui sont les élus locaux. Voilà là où il y a le problème. Maintenant, les élus locaux estiment que dans un parti politique qui se veut démocratique, en même temps, il leur revient de choisir qui ils veulent. Au-delà
des positions, des... C'est ce que disent les textes du parti. Voilà. Il y a une question de discipline du parti qui a toujours cours au sein du RDPC. Voilà. Et c'est là où je n'arrive pas à comprendre si c'est des vrais militants du RDPC. Parce qu'il faut se le dire. Comment ça? Vous dites que Si c'est des vrais militants du RDPC. Parce que si vous ce êtes... sont les vrais militants? Je me pose la question. Oui, oui. Si vous êtes militant d'un parti politique, ça veut dire que vous êtes Vous engagé suivez à suivre la ligne la directrice discipline du parti. Exactement. Si vous n'êtes pas militant de ce parti, alors vous mettez de côté. Si vous pensez que vos aspirations, vos idées ne sont pas en phase avec ce que propose le parti, n'y adhérez pas. Vous êtes libre de ressortir comme vous êtes entré. C'est pas parce qu'on est au RDPC qu'on ne peut pas démissionner comme au MRC. Qui a démissionné? Celui qui démissionne de chez nous démissionne, tout simplement. Donc, bref, il y a la liberté On aime chez nous d'adhésion, comme on il y a veut. la liberté On de s'en fout. démission également. Pour dire que, pour être plus sérieux, je voudrais seulement indiquer que, en fait, si vous êtes membre du RDPC, vous devrez quand même veiller à ce que vous appliquiez les textes de ce parti-là. Ça, c'est le premier point sur lequel je voudrais poursuivre mon analyse. Le deuxième conseil maintenant, c'est la question que vous avez posée à Barista, l'attitude de monsieur le préfet. Je crois que le préfet doit jouer un rôle doit avoir une neutralité absolue dans cette affaire. Il doit avoir. Il doit. C'est la loi qui le dit. C'est la loi. Mais Non. tel que les choses se déroulent, Voilà. Est-ce qu'il l'a donc? Non. c'est ça dans le problème. Tel que les choses se déroulent, on a le sentiment qu'il a un faible pour un des protagonistes. Parce que je ne peux pas comprendre que pour la troisième fois, il décide de ne pas procéder au vote. Dès lors qu'il y a une candidature qui s'introduit de façon spontanée dans la salle, où on a tout fait de préparer le maire. C'est-à-dire il y a eu des primaires qui ont adoubé Éric Niat. Oui. Et maintenant, les conseillers, lors de l'officialisation du deal, estiment qu'ils ont le choix de présenter quelqu'un d'autre. Et voilà là où j'interpelle donc le préfet du DER, modestement, pour dire que, monsieur le préfet, faites simplement agir la loi. Appliquer simplement la loi. Il est revenu dans la salle, hein, encore. Pourquoi il est d'abord parti? Pourquoi était-il d'abord parti avant? Pourquoi il est parti? Vous ne pouvez pas... C'est-à-dire que c'est quand même assez gênant d'expliquer l'attitude Alors que les textes sont clairs. bizarroïde du préfet, alors que les textes sont clairs. S'il y a à une élection, à un conseil municipal, s'il y a plusieurs candidatures, vous les recevez et puis on passe au vote. Aussi, je parle sous le contrôle des juristes, d'imminents juristes qui sont autour de cette table. Okay. Donc, le préfet n'a pas à vouloir protéger X ou à sauvegarder les intérêts de Y. Okay. Dans une opération qui se veut démocratique, dont le jeu est clair et tracé est prévu par la réglementation. Il n'a qu'à faire appliquer la loi et rien que la loi. C'est ce qu'on lui demande de faire à Baganté. Voilà. On a le sentiment que les enjeux sont plus importants que le jeu. Merci, merci. On va terminer donc avec, je suppose, je crois que c'est une affaire interne au RDPC. On va donc donner la latitude au plénipotentiaire du RDPC sur ce plateau, Maître Biliga. Pourquoi les décisions qui viennent du comité central ont de la peine à être suivies sur le terrain, pour le cas de Baganté? Je sais pas si dans le cas de Baganté, les décisions viennent du comité central. Je le dis. Vous avez lu la lettre de Clover Tchatat? Laissez-moi un peu expliquer ce que je suis en train de Au dire. préfet? Il y a eu ce qu'on appelle les primaires. Oui. Parce que lorsqu'on ne devient pas conseiller municipal, il n'y a pas de candidature indépendante dans notre pays. Donc il faut impérativement être investi par un parti politique. Et la profession de foi du parti politique, c'est cette profession de foi qui vous sert de profession de foi à titre individuel. C'est pour cette raison qu'il y a des primaires. Dans chaque commune, moi j'ai été conseiller municipal pendant 18 ans, dans chaque commune, il y a ce qu'on appelle le groupe communal du parti. Il y a un président du groupe communal du parti. C'est généralement lui qui présente la candidature du maire. Mais pour présenter la candidature du maire, il faut que la veille, il y ait eu une session regroupant uniquement les membres du parti. Et là, toutes les candidatures sont admises. Toutes les candidatures sont admises.
C'est ce qui s'est passé à C'est ce qui s'est passé à Bangalté. Ce qui s'est passé, je me rappelle. Mais il n'y avait pas autant de candidatures. À l'avant-dernière fois, les 2 dernières fois, dans la commune que je connais, celle de Ndom, il y avait des candidatures. Il y a eu élection, qu'on appelle les primaires. Et la personne qui est sortie vainqueur devait être investie. La fois dernière, en Ndom, par exemple, c'est arrivé comme ça, mais il y a eu une autre candidature qui a été acceptée. L'attitude du sous-préfet n'a pas été celle que le maire, le préfet de Lundé, le sous-préfet a laissé les élections se dérouler, et celui qui est l'actuel maire aujourd'hui a été élu avec une bonne différence par rapport à l'ancien maire. Je veux donc vous dire que ce n'est pas une histoire de RDPC en tant que tel. Donc je dis, même il y a la démocratie dans nos partis. Il faut donc l'accepter. Maintenant, il se pose un problème avec le préfet. Moi, je pense qu'il y a un problème, peut-être celui qu'on appelle le trouble à l'ordre public. Lorsque vous regardez les images que vous voyez là, vous voyez bien qu'il y a des gens qui crient, qui grondent, etc. Peut-être que le nom du fils, du plénipotentiaire ou bien le candidat du RDPC, parce que c'est lui le candidat du RDPC, monsieur Niat, Eric Niat peut poser problème à certains. Et ça peut peut-être entraîner comment on appelle ça, contestations de public. Et le préfet à ce moment-là peut, ou bien estime, à tort ou à raison, qu'il est de son devoir de pouvoir concilier les personnes pour que la personne qui sera pour les élections se passe de manière consensuelle. Je voudrais, non, je ne sais pas. La loi ne le permet pas. Nous parlons de la loi. La loi ne le permet pas. Cher confrère, vous êtes notre confrère. La loi ne le permet pas. Est-ce que j'ai dit que la loi ne peut pas laisser passer? Est-ce que j'ai dit que la loi... Ce n'est pas une question d'opportunité, c'est une question d'application stricte de la loi. Est-ce que j'ai dit que la loi le permet? Je l'ai dit. L'ordre public n'entre pas là-dedans. Est-ce que j'ai dit que la loi le permet? Je l'ai dit. Il n'y a pas d'ordre de l'application de la loi. Maître Fabien Kenyi, permettez à Maître Biliga d'aller jusqu'au bout. Je vous demande, je vais dire une chose. Lorsque vous allez faire vos primaires au MRC et que le docteur Oko, qui est dessus de la devient, après avoir choisi votre candidat, se présente lors de les commandes déposant son dossier, c'est parce que vous avez parlé, vous avez encore dit la loi. Chaque fois qu'on va me dire que la loi dit que là-bas il faut impérativement être investi par ton parti. Mais vous allez vous-même, vous serez en train de dire non, il n'a pas respecté la discipline du parti. Vous allez changer totalement de truc. Et vous êtes sur des projections. Laissez-moi parler, je parle pas de projections. Mais je parle de faits réels. C'était le premier geste. Je parle de ce que j'appelle la discipline du parti. C'est elle qui est en jeu à Banganté. Elle sera en jeu chez vous. Et lorsqu'elle sera en jeu chez vous allez vous serez les premiers à dire que non, le RDPC a monté un candidat pour pouvoir challenger votre leader. C'est un peu ça. On l'a vu dans les partis politiques ici. Qu'est-ce qui s'est passé avec Mouna au SDF, avec Tabessin Chrétien et Tabessin au SDF? C'est pas ça qui s'est passé? Où quelqu'un a estimé que peut challenger même son patron, je dis son leader, en interne. Si vous-même en interne, quelqu'un peut challenger votre leader, oui. Il peut challenger. Dès que Jamen parle un peu, vous l'insultez. Dès que quelqu'un parle un peu, vous l'insultez. Voilà, vous racontez des ragots là, cher confrère. Moi, je ne dois pas vous manquer du respect. Ne mettez pas des faits, je ne m'adresse pas à vous. Je ne m'adresse pas à vous, je m'adresse au parti. Quand vous parlez de RDPC, je ne vous dis pas que vous me manquez du respect. Quand vous parlez, vous êtes sur RDPC, je ne parle même pas. Nous sommes avocats. Confrère, lorsque vous parlez mal de RDPC, moi je vais vous dire que vous manquez de respect. Je parle de la loi. Mais non, mais ne me dites donc pas que ne me dites donc pas que je vous manque du respect. Ne vous sentez pas concerné lorsque je parle de votre parti. Quand vous parlez du mien ou du gouvernement, moi je me tais. Je vous écoute jusqu'au bout, ça m'est égal. Ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est qu'il y a une discipline de parti. Dans le cas d'espèce, dans tous les partis du monde, il y a une discipline de parti. Si toi, mon confrère, là, je t'interpelle, tu veux devenir... C'était ça ma question, M. Biliga. Pourquoi cette discipline du parti a du mal à être implémentée au cadre du parti? Au niveau de alors qu'Eric Niat a été... Parce qu'au RDPC, il y a ce que je peux appeler une liberté. C'est effectivement l'expression de la liberté. Oui. Dans certains partis, on sortirait le 8-2.
à l'instant, on n'aura même pas terminé, on aura dit ok demain, on vous coupe la tête. Non, il n'est pas là, hein. Je vois déjà Jean-Robert Wafo dit il veut vous répondre là, mais malheureusement il est chez lui. Hein. Non, il va venir. Vous avez parlé du SDF. Non, nous sommes en train de parler. Tous les deux parlent de RDPC, qui me laisse aussi le soin de parler, de nous taquiner un peu sur mon ami. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc, le préfet devait, logiquement, et là je rejoins mon confrère, nous sommes d'accord. Oui, bien sûr. Le préfet devait être neutre. Tout à fait. Et laisser le RDPC gérer ses problèmes en interne. Parce que ceux qui n'acceptent pas la discipline du parti, c'est-à-dire n'acceptent pas le vote des primaires, peuvent être sanctionnés. On a vu avec la mairie de Konsaba. Oui, Konsaba 3e. Konsaba 3e. On l'avait choisi, il y a d'autres mairies également. Voilà, c'est lequel d'ailleurs, il y a eu ça. Le temps de Mme Foné, où il a fallu même à un moment donné, on a dû créer une structure qui a géré pendant un temps. Une task force? Oui, parce que c'est pas une task force, c'est prévu par la loi. Je n'ai pas ça en tête, mais lorsque... Voilà. Merci. Nous sommes la pub dans un instant. Merci, cher monsieur, d'être venu. Bonsoir, Banganté. Bonsoir, Banganté. À demain à 19h, madame. Non, grave.